Merci Francine pour la présentation. Et avant de commencer, je voulais vous dire à quel point j'étais ravi d'être avec vous ici et puis remercier tous les membres du CELAT pour leur accueil chaleureux. Alors, l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai choisi de l'intituler Dignité, anthropologie et lutte sociale parce qu'en fait, les recherches que j'ai menées à la fois dans le doctorat et que je cherche à poursuivre maintenant en post-doctorat visent à construire une connaissance anthropologique en fait sur les usages du registre de la dignité dans des contextes de lutte sociale. Donc la majeure partie de l'exposé va consister à vous présenter en fait les résultats des recherches de doctorat qui portaient sur les pratiques développées par le mouvement des travailleurs eurocentraires du Brésil pour restaurer une dignité. Et dans un deuxième temps, si j'ai bien géré mon temps, je vous présenterai les interrogations naissantes autour de la mobilisation du registre de la dignité et aussi de la mémoire de l'esclavage colonial dans la lutte du MST et de l'Église catholique brésilienne pour qualifier le travail esclave comme une atteinte aux droits humains. Alors, le registre de la dignité, c'est pas quelque chose qui est exclusif au mouvement des Sans-Terre. Ça fait partie aujourd'hui donc des revendications de beaucoup de mouvements sociaux. Donc, on a le mouvement des Sans-Terre. Je vous ai mis là sur le site web pour voir que ça fait clairement partie des revendications au même titre que la terre ou que le territoire. Mais c'est aussi des revendications qu'on trouve au sein du mouvement des Indigènes de la République en France, par exemple. C'est aussi des revendications qu'on trouve ou un registre qui est utilisé par les Dalits en Inde. Et on le retrouve aussi, bien sûr, sous une autre forme, non pas sous la dignité, mais sous l'indignation ou les indignés, avec les indignades de la Plaza del Sol de Madrid, qui sont fait arrêter hier, je crois, ou avant-hier. Et aussi, donc bien sûr, Occupy Wall Street, les indignés, qui ont fêté leur 1 an. Alors, d'où le fait et l'intérêt de s'interroger, en fait, sur la signification de ces revendications. Et de se demander, je me suis posé deux questions donc pour comprendre la signification de ces revendications, c'est quel sens ont ces revendications pour les sujets qui sont engagés dans ces luttes sociales? Et deuxièmement, comment en fait penser la dignité dans une approche anthropologique qui permettrait de saisir la globalité des enjeux sociaux pour ces personnes sans tomber non plus dans une approche qui soit psychologisante. Ça, c'était un peu une vraie question. Et comme on va le voir, l'intérêt en fait du cas du MST, c'est que en plus du discours, il s'agit d'un mouvement social qui a développé des pratiques spécifiquement dans le but de restaurer une dignité. Donc c'est un terrain parfait en quelque sorte. Alors, si la question centrale en fait et à l'origine du mouvement social, c'est bien celle du combat contre la pauvreté spécifique à la population des travailleurs eurocentraires, le discours officiel du MST atteste en fait l'importance et la présence de la dignité. Oh, pardon. Donc, on peut trouver par exemple dans le discours officiel du MST sur le site internet ou dans certains discours qui sont donnés dans des congrès, des différents événements, en fait, le registre de la dignité qui est présent et qui est présenté comme participant en fait à la réalisation des Brésiliens comme des êtres humains à part entière. Entre autres par l'accès à l'éducation, la connaissance et en particulier la culture. La culture qui est un élément clé de cette réalisation. Et parmi les secteurs en fait qui constituent l'organisation du mouvement Sans-Terre, donc on a des secteurs qui sont dédiés aux droits humains, aux relations internationales, au genre, à la santé, à l'éducation. Le MST a créé un secteur d'Ikutu, donc un secteur qui est responsable en fait d'activités liées à la culture et surtout de la démocratisation et la popularisation de la culture dans le pays. Et les activités qu'il réalise visent directement en fait à restaurer une dignité aux travailleurs ruraux brésiliens. Alors, en ce que ces revendications dépassent le domaine strictement économique, la lutte du MST illustre en fait assez bien ce que Charles Taylor a qualifié de lutte pour la reconnaissance. Et malgré une certaine effervescence littéraire ces dernières années ou dernières 10 années autour de la thématique de la reconnaissance sociale, et plus récemment aussi autour de la dignité, dans des domaines comme le droit, la philosophie, la psychologie, ou même encore les neurotechnologies, la littérature anthropologique, quant à elle, qui aborde en tout cas la dignité ou la reconnaissance sociale, reste très très peu abondante. Cependant, c'est important de citer ici une étude en particulier qui a développé une réflexion autour de la dignité, une réflexion où la dignité est étudiée en fait en lien étroit avec la question des droits humains et de la reconnaissance sociale de personnes handicapées provenant de quartiers pauvres à Salvador de Bahia au Brésil. Donc je parle de l'ouvrage de Francine Saillant, Identité et handicap. Alors non pas parce que c'est ma tutrice et qu'elle est là, mais parce qu'il y a vraiment un lien entre les recherches que je fais qui, je pense, s'inscrivent dans la continuité et que pour moi c'est un ouvrage qui a permis d'avancer sur la question. En effet, puisque Francine montre comment la reconnaissance d'un sujet distinct et porteur de différences
ainsi que dans le même temps son accès à des biens économiques et un espace de parole, sont des conditions de la dignité. Et d'une certaine manière, en fait, mes recherches prolongent un petit peu ça, dans le sens où elles vont prendre pour objet de recherche spécifique et de réflexion les modalités pratiques de la conquête de la dignité, ainsi que leurs conséquences au sein du mouvement des Sans-Terre et de la société brésilienne. Alors l'apport d'identité et handicap, pour moi, il réside dans le fait qu'il montre la nécessité en anthropologie de ne pas se limiter à une seule approche théorique et d'être attentif au niveau de la reconnaissance qui sont présents dans le terrain. En effet, ça permet de dépasser l'opposition entre les deux principales théories de la reconnaissance sociale, à savoir celle d'Axel Honneth et de Nancy Fraser, une opposition qui est souvent présentée chez la majorité en fait, des auteurs qui traitent de la reconnaissance sociale, qui est présente chez ces auteurs, et souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils font le choix de l'une ou l'autre des théories pour adapter ce concept philosophique à des réalités sociales, études de la réalité sociale, et une opposition qui est mise en scène en fait, par les auteurs eux-mêmes dans un ouvrage commun qu'ils ont écrit en 2003. Alors cette opposition, et ce qui distingue en fait les auteurs, repose surtout et avant tout sur une différence de focale des auteurs. C'est-à-dire qu'Axel Honneth pense plutôt la reconnaissance comme auto-reconnaissance et en termes d'estime de soi du sujet, alors que Nancy Fraser, situe la reconnaissance plutôt en termes institutionnels et en termes de politique publique. Interrogeant l'applicabilité de ces théories à la société brésilienne, la politiste Célie Pinto a montré comment en fait, ces deux formes de reconnaissance ne s'excluent pas, mais constituent tout simplement des moments distincts d'élaboration théorique et de lutte politique. Donc on peut très bien penser les deux, et c'est à partir de l'articulation des deux théories, donc celle d'Honneth et de Fraser, alors enrichie bien sûr d'autres réflexions, en particulier sur l'humiliation, puisque ces théories définissent principalement en fait la reconnaissance par son déni en fait, donc par l'humiliation, le mépris, la honte de soi, etc. Donc il y a bien sûr d'autres lectures qui vont enrichir un petit peu tout ça, comme je pense à Avishai Margalit, donc philosophe israélien qui a écrit La société décente. Et donc à partir de ces théories, je vais essayer dans un premier temps de montrer et de saisir les conditions socio-historiques objectives et subjectives de construction du déni de dignité et de son intériorisation par les travailleurs ruraux brésiliens. Et dans un second temps, on essaiera d'évaluer, de mesurer et analyser en fait les moyens de lutte pour la dignité et leur efficacité dans la société brésilienne contemporaine. Donc ça va nous conduire tout de suite à un petit détour socio-historique pour voir qui sont les travailleurs ruraux brésiliens et comment cette population s'est constituée au Brésil. Alors, alimentée par une main-d'œuvre esclave, la structure agraire mise en place par les colons portugais au Brésil s'est organisée principalement autour de la famille patriarcale et des grandes propriétés terriennes. En marge des systèmes esclavagistes, la population rurale pauvre et libre s'est trouvée littéralement dépendante de la grande propriété foncière et de la domination des familles de grands propriétaires. Donc la petite agriculture brésilienne s'est ainsi développée dans la dépendance d'une structure agraire bimodale, où, quand la grande agriculture entrait en crise, on louait des terres aux petits travailleurs ruraux, et par contre, quand la grande agriculture était prospère, on mettait ces gens dehors et on leur disait revenez travailler sur ces terres pour moi. La sociologue brésilienne Maria Silvia de Carvalho Franco décrit et analyse les sociabilités rurales qui sont produites par cette structure agraire et entre les travailleurs ruraux libres et les grands propriétaires terriens. Et elle rapporte comment, en fait, durant l'esclavage, la marginalisation économique des populations rurales libres et pauvres les a contraintes à établir des relations avec les grands propriétaires terriens, donc soit pour vivre sur leurs terres, soit pour travailler pour leur compte. Ces relations sont régies par ce qu'on appelle la domination personnelle du grand propriétaire terrien, et qui correspond en gros à du métayage, du clientélisme ou du parrainage, et qui va enfermer les dépendants dans une relation de soumission et de système de dette, d'obligation et de loyauté sans limite. Donc l'auteur montre assez bien en fait comment, si l'humanité du travailleur rural est reconnue pour s'associer à lui, le résultat en fait de l'association réside dans la négation de cette humanité. Et une fois le contrat fait, les patrons, maîtres ou parrains se comportent comme si celui-ci n'était qu'un objet ou un enfant, en le plaçant dans une position de soumission, donc illustrant ce qu'Avishai Margalit a qualifié de paradoxe de l'humiliation. Alors à l'inverse de l'esclavage colonial, qui lui est imposé, la subtilité de ce système de domination réside dans le fait que le travailleur rural est acteur du contrat à la base de la relation. Ceci facilite en fait l'intériorisation du statut et le fait de s'y résigner, renvoyant à ce qu'Ashish Nandy a qualifié de disposition d'esprit qui fait que les dominés intériorisent les stéréotypes
explicite et implicite du discours des dominants et qu'ils acceptent, pour s'opposer à eux, de se placer sur leur terrain. Donc cette notion de disposition d'esprit, elle permet de mieux comprendre comment les sujets intériorisent en fait une image dépréciative de soi dans ces interactions d'humiliation de la domination personnelle. Donc comment est-ce que c'est vécu et comment est-ce qu'on arrive à se percevoir comme inférieur? C'est ça qui est assez pervers dans ces relations. Et comment, en conséquence, ça donne naissance aussi à des sentiments qui se traduisent par de la honte de soi ou un manque d'estime de soi. Et ce que permet aussi cette notion, c'est de saisir comment cette perception dépréciative va pouvoir perdurer, en fait, et constituer une difficulté pour s'engager dans une mobilisation politique, par exemple, ou porter plainte, ceci même une fois qu'on part de la plantation, en fait. C'est ça qui est assez fort. Et en résumé, l'enjeu affectif de la mobilisation des travailleurs ruraux réside dans la remise en cause ou le dépassement de cette intériorisation où le travailleur rural perçoit cette réalité comme inéluctable. En effet, les comportements inhérents aux relations de travail participent à la construction de la subjectivité des travailleurs ruraux en leur renvoyant une image d'infériorité de la part de leur patron. L'inégalité symbolique de cette relation se construit en grande partie dans les interactions, dans la perception et le domaine du sensible, et il en résulte une normalisation des hiérarchies sociales aux yeux des travailleurs ruraux, ainsi que des sentiments de résignation et de manque d'estime de soi. Et ça, je pense, qui est intéressant ici, c'est comment, en fait, la hiérarchie sociale est normalisée à travers le domaine du sensible. Comment est-ce qu'on comprend que les sentiments permettent de normaliser des hiérarchies sociales, ou comment on aura plus de mal à les remettre en cause. Alors, de plus, ces relations sociales illustrent assez bien la manière dont Honneth caractérise l'humiliation, c'est-à-dire une atteinte à la dignité liée à l'estime sociale et des jugements négatifs de la valeur sociale de certains individus ou groupes sur lesquels est porté un regard de dénigrement au niveau de leur mode de vie individuel ou collectif. Alors, plus concrètement, ça correspond à l'incapacité en fait des travailleurs ruraux à concrétiser des valeurs dominantes de la société brésilienne dans les relations intersubjectives quand ils sont aux prises avec des grands propriétaires terriens, telles que les valeurs liées tout simplement au travail intellectuel ou à l'autonomie de travail. En effet, la nature de leur activité en tant que travail manuel et leur dépendance économique participent à leur dévalorisation symbolique dans la société. Une dévalorisation symbolique qui se donne à voir, selon José de Sousa Martins, jusque dans le langage, avec des termes qui sont particulièrement péjoratifs pour qualifier les paysans et qui souvent veulent dire en même temps des gens qui viennent de l'intérieur et des idiots. Donc il y a un double sens assez marqué. Alors, comme l'a soulevé Nancy Fraser, la place d'une population dans la société ne peut pas se comprendre en dehors d'une étude de la structure d'évaluation culturelle, d'accord, mais aussi de la structure économique. Or, la structure agraire brésilienne bimodale a entraîné une subordination économique de la population rurale libre et pauvre, responsable de la bassesse du niveau de vie de cette population. En conclusion, on est loin des conditions de parité et de participation sociale chères à cet auteur, à la fois sur les plans économiques et symboliques. Et on voit bien ici se dessiner les caractéristiques d'un statut subalterne au sens de Gayatri Spivak, c'est-à-dire la formation d'une classe descriptive sans conscience de classe. Alors, c'est important tout ce détour historique parce que ça permet de mieux saisir les enjeux en fait, des pratiques qui sont développées par le MST et comment est-ce qu'ils les mettent en place. Dépendant du seigneur territorial pour jouir des droits alimentaires et la citoyenneté civile, la population rurale libre et pauvre se trouve dans une situation de sujétion qualifiée par Teresa Sales de citoyenneté concédée. On concède la citoyenneté à certains, si l'on veut, et le prix, c'est une loyauté sans limite. Paradoxalement, la promulgation des droits sociaux au début des années 60, qui garantissait l'encadrement du travail dans l'agriculture et l'élevage, n'a pas fait disparaître la domination personnelle, et les conditions de vie des travailleurs ruraux se sont davantage dégradées. En effet, à la suite de la remise en cause des rapports de domination, les grands propriétaires ont mis fin aux avantages concédés qui n'ont jamais, dans le même temps, été vraiment compensés par des politiques publiques. Malgré l'indépendance de l'Empire brésilien en 1822 et l'abolition de l'esclavage en 1888, la structure agraire brésilienne a été conservée en l'état, prolongeant ainsi les mêmes privilèges et les mêmes inégalités sociales et symboliques. Les anciens esclaves vont juste venir et grossir en fait le rang des populations rurales libres et pauvres. Et si cette structure agraire est loin d'être restée figée, en fait, elle continue à s'articuler aujourd'hui autour d'une agriculture extensive qui est dominée par les grands propriétaires terriens et une agriculture familiale précaire soutenue à minima par les gouvernements successifs. Et même Lula l'a bien illustré, puisqu'on a au Brésil deux ministères, en fait. Un ministère pour l'agrobusiness, donc l'agriculture extensive, et on a aussi un ministère pour l'agriculture familiale, ce qui est complètement paradoxal. Alors,
À partir de 1850, avec la loi laïditaire, qui capitalise la terre en lui donnant une valeur marchande, les inégalités sont fortement amplifiées et ça va permettre aux seigneurs d'esclaves de conserver leur monopole de classe et de devenir les seigneurs des terres. Alors, ceci, ça nous permet de comprendre en fait l'actualité et l'importance des conflits autour de la terre au Brésil, ainsi que les nombreux débats au sujet de la réforme agraire. La capitalisation de la terre a eu pour conséquence d'entraîner l'expulsion massive des petits paysans, accompagnée d'expropriations violentes imposées par de riches propriétaires et parfois par l'État, tout simplement pour revendre les terres en fait à des firmes étrangères, construire une ligne de chemin de fer, etc. Donc on jetait dehors des gens qui étaient déjà là depuis longtemps, depuis 10, 20, des fois 30 ans, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de titre de propriété en fait. Et donc, outre la précarité croissante des conditions de vie des paysans, ces événements ont été et sont à l'origine de conflits et de mouvements de rébellion dans le pays. Alors, à partir des années 50, les premières mobilisations à caractère politique exigeant une réforme agraire vont apparaître. Elles sont organisées par l'Église catholique, par le Parti communiste du Brésil ou encore par des syndicats. Pendant la dictature, les revendications d'une redistribution des terres sont en grande partie menées par l'Église et sa tendance progressiste de la théologie de la libération, qui vont donner naissance au MST, donc en 1984, à la sortie de 20 ans de dictature. Donc parmi les nombreux mouvements sociaux, ou syndicats, associations, mouvements religieux, mobilisés en faveur de la réforme agraire, le MST s'est illustré par l'ampleur de son implantation géographique, sa longévité et son envergure politique. Issu d'un foyer de lutte situé dans le sud du pays, existant officiellement depuis 1984, le mouvement social a su s'imposer comme un acteur de poids sur la scène politique brésilienne et étendre sa présence dans 24 États sur 26. Son objectif est la mobilisation et l'organisation des travailleurs ruraux sans terre pour la réalisation effective d'une réforme agraire au Brésil. Pour ce faire, le MST organise des occupations de terres sous la forme de campements afin d'attirer l'attention des autorités sur les terres pouvant être restituées dans le cadre de la Constitution brésilienne. C'est ça qui est important de préciser aussi, c'est-à-dire que la réforme agraire est inscrite dans la Constitution. Le problème, c'est que ce n'est pas appliqué. Donc ça pose des questions aussi, où la recherche amène des éléments de réponse. En plus des campements, le MST conduit des actions sous des formes variées, manifestations politiques ou artistiques, en ville ou à la campagne, marches à travers le pays, mise en place d'actions sociales cherchant à améliorer le quotidien des paysans qui sont installés dans des assentamentos, c'est-à-dire des communautés de la réforme agraire. Alors d'une manière assez grossière, on peut distinguer deux types de paysans sans terre. Les premiers qui correspondraient plus en fait à des personnes qui sont issues d'un contexte urbain et de classe moyenne et qui majoritairement sont les organes de décision du mouvement qu'on appelle, qui s'appelle, puisqu'il s'agit d'une distinction qui est utilisée en fait par le mouvement lui-même, qui s'appelle donc des sans-terre par conviction politique, et on peut distinguer aussi des sans-terre par condition de vie, c'est-à-dire que là représentent plus les travailleurs ruraux et les personnes engagées dans les occupations de terre ou les manifestations et qui vont assumer en fait peu ou pas de responsabilité. Alors, bien sûr, dans la réalité, c'est pas du tout absolu, hein, il y a des gens qui progressent, etc., mais ça reste une tendance assez forte. Je pense qu'il faut laisser du temps peut-être pour que ça change un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est utilisée par le mouvement aussi, et que ça permet de saisir en fait les enjeux de mobilisation entre les différents membres du mouvement. C'est-à-dire, nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre des activités artistiques censées restaurer une dignité, c'est si on a des sans-terre par conviction politique qui vont chercher des sans-terre par condition de vie en leur disant « Venez, on va vous émanciper à travers des pratiques artistiques », comment est-ce qu'on peut émanciper quelqu'un pour lui-même? Est-ce que ça marche? Donc ça pose des vraies questions. Alors, comme on a pu le voir, donc, les objectifs du mouvement social ont évolué. On est passé dans les slogans de « luta por reforma agraria » à « luta por justicia, dignidad, justicia social ». Et en fait, la question qui se pose, c'est quel est ce lien qui permet de penser la réforme agraire, la culture et la dignité? Comment est-ce qu'on lie tout ça? Alors, là, pour trouver le lien, donc, je me suis appuyé sur la littérature grise et interne au mouvement, qui parle sur des liens entre MST et culture. Et en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que pour le MST, la domination du capital sur la terre et sur l'homme, à travers le latifundio, a eu des conséquences sur la culture des travailleurs ruraux. Ça veut dire que le latifundio aurait ainsi détruit la conscience des pauvres et des travailleurs, les empêchant de produire des vertus et des valeurs, et les empêchant, pire encore, de percevoir la domination. Donc la résignation dont on parlait tout à l'heure dans la domination personnelle, elle est en fait assimilée et l'expliquée par le MST par une culture du vide et de l'oubli qui résulterait de la domination culturelle et sociale et qui empêche ces derniers de remettre en cause l'ordre établi, ce qui est assimilé à une perte de dignité.
Or, comme la domination culturelle est inhérente à la société capitaliste, si on veut réaliser pleinement, effectivement, une réforme agraire, ça implique l'établissement d'une nouvelle société avec de nouvelles valeurs, une nouvelle culture et de nouveaux êtres humains, une société socialiste. Donc c'est pour mener à bien ce projet que le MST va orienter progressivement sa lutte sur le plan culturel dans le but de reconquérir la dignité des travailleurs ruraux brésiliens. Donc il s'agit d'une révolution au sens premier du terme, on veut faire une autre société, sauf que c'est pas non pas avec les armes, mais plutôt par une révolution culturelle, par la culture. D'où la référence à Gandhi. Hein. Donc là, on est dans une idéologie marxiste, léniniste, maoïste, hein, c'est-à-dire le représentant du peuple qu'on va mobiliser, c'est le travailleur rural, et on va le sortir comme en tant qu'avant-garde, on va le mobiliser, on va lui faire prendre conscience de la réalité. Mais par contre, on va mixer aussi des références comme Gandhi, en disant, attention, la révolution, il faut qu'elle reste aussi pure que son idéal. Si on utilise la violence, ça va gâcher. Alors, d'où l'idée, en fait, pour le MST, de jouer un rôle d'avant-garde au sens de Lénine et de faire prendre conscience au peuple de sa situation et lui permettre de s'approprier les moyens de lutte et les revendications politiques. Et pour réaliser cela, cette nouvelle culture, le MST va chercher à développer une culture sanitaire qui devrait permettre la manifestation et la transformation de cette culture en conscience sociale chez les personnes à travers la pratique de valeurs culturelles. Et donc, pour le MST, c'est l'expérimentation de la culture sanitaire et l'identification des travailleurs ruraux à l'identité sanitaire qui va permettre de restaurer une dignité. Donc la littérature interne grise aussi au mouvement explique aussi comment cultiver ces valeurs. C'est là où ça devient intéressant. Donc comment est-ce qu'on transforme les subjectivités des personnes? Et là, il y a 3 points principaux qui ressortent, qui sont donc dans un premier temps la culture des symboles et la mémoire des luttes et de la culture populaire. Travailler dans toutes les rencontres à cultiver la mystica. Donc on va voir une analyse un petit peu détaillée de ce qu'est la pratique de la mystica tout à l'heure. Chanter l'hymne du MST et du Brésil, auquel souvent se rajoute l'hymne de l'international socialiste, et restaurer les manifestations artistiques populaires de la campagne. Et bien sûr, c'est le rôle du secteur de cultura de développer ces activités. Alors, pour mener à bien la culture de ces valeurs, le secteur de cultura va privilégier l'art comme instrument transformateur. En effet, il pense que l'art est un langage, un moyen d'expression qui permet de transformer des sentiments en attitudes concrètes et qui, de fait, est abordable par tous. Donc, le secteur de cultura, il faut préciser aussi que c'est un des plus récents secteurs du MST qui apparaît en 1996, donc 12 ans après sa formation, et qui vient donc d'une nécessité ressentie, je cite, de favoriser l'élévation du niveau de conscience et culturel et de lier de manière indissociable le travail développé dans la sphère de la culture aux lignes politiques définies collectivement dans les instances supérieures du MST. Alors c'est important aussi parce que ça souligne le lien entre politique et esthétique et des questions de fond, c'est-à-dire est-ce que quand on va faire comme ça de l'art qui est politique ou un usage politique de pratiques artistiques, est-ce qu'on est dans une démarche où on va politiser de l'esthétique ou esthétiser du politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va prendre en premier et quand on veut émanciper des gens, est-ce que c'est pas risqué de politiser des pratiques artistiques sans les laisser directement s'exprimer. Donc ça va être un des enjeux. Alors, il y a 3 axes principaux autour desquels les activités du secteur culturel s'articulent. C'est qualifier politiquement et esthétiquement les militants avec des formations, produire un référentiel de culture à partir des relations sanitaires. Alors le mouvement a réalisé par exemple comme ça un livre avec regroupant une douzaine de pièces de théâtre qui ont été réalisées par le mouvement, experts de référentiel.